Nous sommes en direct du salon de Levallois en compagnie de Yann Prado, auteur de Algèbre aux éditions Alia. Alors tout d'abord, que pensez-vous de la notion de roman historique? Est-ce un qualificatif inspirant pour vous? Alors, c'est vrai que je me posais la question en arrivant au salon. Roman historique, ça a quelque chose d'un petit peu contradictoire, et en même temps, parce que l'histoire semble écrite et il n'y a plus besoin de l'écrire, et en même temps l'histoire est un récit. Et c'est vrai que raconter une histoire via le roman nous permet de parler de l'histoire. Donc il y a un éclairage que le romancier peut apporter à l'histoire. Ce qui est effectivement aussi important, je crois, de signaler, c'est que la liberté que le roman permet dans le texte autorise à avoir une thèse, ce que le biographe ne peut pas forcément avoir. Ça autorise à avoir des écarts, alors non pas avec le fait, hein, l'exactitude historique est importante, mais quand on discutait tout à l'heure avec Laurent Binet, c'est vrai que son histoire de roman total avec des personnages réels rencontre l'histoire et le roman. Et je crois que ça va aussi dans le sens de romans où la fiction et le réel se mélangent. Et parfois, hein, le réel est plus étrange que la fiction. Oui, on a eu des éléments récents là-dedans. Voilà, bon, et sans parler, mais moi j'ai des amis qui me parlent de dire j'étais là pour telle histoire, enfin un enterrement, ils me racontent ça, et je dis, mais j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami qui est écrivain aussi, et je lui disais, mais tu mettrais ça dans un livre, personne n'y croirait. Il m'a dit, oui, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Et je pensais à ce livre de Florence Aubenas sur le quai de Ouistreham, qui est une enquête, un travail journalistique, et qui est, à mon sens, plus puissant qu'un roman. Hein, Oui, il y a une transmission plus directe, mais alors vous, c'est un peu particulier, parce que vous parlez donc d'un mathématicien qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui n'est pas forcément très connu du grand public, ou grand public non mathématicien. Qui est-il pour vous, et qu'a-t-il apporté aux mathématiques modernes, en termes simplifiés, pour les ignares néophytes? Alors, les ignares néophytes à ce niveau de mathématiques, c'est quasiment tout le monde, à part 10 personnes. Hein. C'est mon éditeur Gérard Bérébi qui a rencontré Alexandre Grothendieck dans les années 70, lui a demandé mais qui comprend ces livres, et Grothendieck, très arrogant, a répondu à part moi, personne. Voilà, donc on est tous ignares. Grothendieck, c'est un mathématicien qui, sans grande contestation, est l'un des plus grands génies des mathématiques du XXe siècle. Voilà. C'est dit. Maintenant, on passe à autre chose, et que personne ne connaît. Et c'est ce qui m'a très étonné, c'est qu'effectivement, personne ne le connaît, en dehors du cercle d'initiés, de mathématiciens de haut niveau, de chercheurs qui travaillent aussi dans son rayon, parce que les mathématiques sont une discipline extrêmement éclatée. Hein, entre ce que nous on a connu à l'école, l'algèbre d'un côté, la géométrie de l'autre, il y a l'algèbre, la géométrie, les probabilités, l'analyse fonctionnelle, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ramifié. Et Grothendieck a travaillé dans un secteur, il a été dans plusieurs, mais il a été très connu dans un secteur qu'on appelle la géométrie algébrique, et qui est ni plus ni moins, on va dire pour la faire très simple, qu'un prolongement de la première idée de Descartes, qui est de transformer une figure géométrique en une équation algébrique. Voilà. Et il a travaillé, donc, alors après évidemment ça fonctionne en couches d'abstraction successives et ça se complique. Et Grothendieck a ni plus ni moins fait que refonder toute cette partie-là des mathématiques et entraîner à sa suite une bonne partie des étudiants, parce que son pouvoir d'abstraction était immense. Et que travailler avec lui, c'était travailler avec une sorte de... Il y a eu un aspect un peu gourou et un petit peu dieu vivant de la mathématique. Sauf que derrière le côté spectaculaire, bon, il y a eu plein d'anecdotes qui sont sorties depuis, parce qu'il est décédé très récemment, en novembre 2014. Il y a eu plein d'anecdotes qui sont sorties sur les 14 problèmes qu'il a résolus, sur l'intégrale de Lebesgue qu'il a reconstruite lui-même. Derrière ce personnage et derrière ce mathématicien, il y a, moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a attiré vers lui, c'est l'enfant abandonné. Il a une vie chaotique, il a été abandonné par ses parents qui étaient deux révolutionnaires et qui sont donc partis faire la révolution, puis qui sont revenus.
Il a vécu en camp. Alors ça, c'est quelque chose qui me renvoie à une partie de mon histoire familiale, puisque mon grand-père est mort en camp. Donc mon père a vécu dans la figure du héros mythique mort pour la France, dont on ne savait pas trop s'il était mort. Le cas de Grothendieck est un petit peu similaire. Son père a été le héros indépassable révolutionnaire, ce qui a un peu la thèse de mon roman qui commence en mai 68, où Grothendieck va devoir toucher son héritage politique. Et enfin, il y a la troisième partie qui m'a aussi beaucoup touché et qui m'a beaucoup parlé, c'est ce que Richard Hogarth appelle les déclassés par le haut. Grothendieck vit dans un milieu qui socialement est supérieur à celui dont il vient. Et Hogarth, qui a écrit là-dessus et qui a vécu cette même chose, Hogarth est connu comme sociologue en France alors que c'était un professeur de littérature en Angleterre, à l'université, et qui a vécu le déclassement par le haut, par le système scolaire, qui lui a permis, parce qu'il était brillant, d'accéder à un monde supérieur socialement au sien. Il dit « Je vis avec vous, mais je ne suis pas des vôtres ». Et c'est effectivement cette sensation-là que moi j'ai éprouvée, parce que je viens d'un milieu qui est pas du tout celui dans lequel je vis, et que dans lequel et ce passage-là, Grothendieck l'a vécu aussi. Avec la dimension génie qui en rajoute un petit peu. Bon, Grothendieck a pas forcément très bien vécu ça, et tout s'est mélangé avec l'histoire, parce que je commence en mai 68, mais 68 c'est 50 ans après la révolution d'octobre, auquel son père a participé. Et là, à ce moment-là, Grothendieck, c'est ma thèse, se dit qu'est-ce que je fais, moi, par rapport à mon héritage paternel. Donc c'est ces trois dimensions qui m'ont... évidemment, le côté génie des mathématiques est terriblement attractif, mais je crois que c'est un petit peu on a fait le parallèle entre Grothendieck et Albert Einstein, parce que finalement, si on regarde en physique, lequel est le plus télégénique, c'est Albert Einstein. Donc voilà, on associe les deux, parce qu'on connaît guère que lui, mais qui aurait parlé de Niels Bohr ou de Richard Oppenheimer. Voilà, c'est... Bon, donc je crois que c'est le côté génie est très intéressant, mais... Oui. Mais il y a cette dimension d'enfant perdu pour qui la mathématique a été un moyen de ne pas sombrer. Et justement, au niveau justement de la reconstitution du parcours, là j'ai une question de Patricia via Leapfly. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à reconstituer dans Justement, c'est mai 68, parce que j'ai très peu de données. Enfin, j'ai eu un témoignage après l'écriture d'un mathématicien qui était son élève, son thésard. Mais j'ai aucune donnée, j'ai aucune source de mai 68. Donc, alors que curieusement, c'est un événement abondamment commenté. Mais il faut voir aussi que c'est mai 68 à l'université d'Orsay et pas à la Sorbonne. Donc c'est un petit peu loin. On est quand même chez les Forts-en-Thème, sur un magnifique campus. Vous allez voir, hein, c'est du côté de Gif-sur-Yvette, de Bure-sur-Yvette. C'est pastoral, c'est la forêt de Rambouillet, c'est magnifique. Ça a été quand même très très animé, mais ça n'a pas du tout le côté la Sorbonne ou Nanterre. Donc c'est vrai que ils sont restés à l'écart géographiquement, et donc j'ai aucune donnée sur cet épisode-là, et j'ai aussi aucune donnée sur comment Grothendieck a vécu la chose. Alors donc j'ai une thèse à ce moment-là qui est que mai 68 est une fracture. Grothendieck à ce moment-là est un maître. Il se croit être du côté des insurgés, des enragés, et il s'avère qu'il lui renvoie il est vieux, il a 40 ans, c'est vieux, et c'est un maître. Il vient de recevoir la médaille Fields, alors qu'il refuse d'aller chercher, non pas qu'il refuse de recevoir, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas exactement la même chose, mais donc il est surtout un maître et un ponte de la science mondiale. Voilà, c'est en mai 68. En plus, il a l'arrogance du groupe Bourbaki dont il n'est plus membre, mais qui est de dire il faut que les chercheurs comme nous cherchent et que les autres soient à leur service pour faire caisse de résonance. Et puis les tâcherons, on leur trouvera autre chose à faire. Ça passe pas bien en mai 68. Et c'est vrai que Bourbaki, le groupe Bourbaki, Grothendieck, cultive une sorte d'élitisme bienveillant. Oui, ils sont un petit peu au-dessus de la moyenne, et ça en mai 68, ça passe pas. Et en plus, Grothendieck, il n'était pas un petit peu au-dessus de la moyenne, il était beaucoup au-dessus de beaucoup de gens, et c'est jamais passé. Donc oui, non, ce propos ne passe pas. Et pourtant, alors voilà, et Grothendieck, à partir de ce moment-là, c'est la thèse que je développe, hein, c'est une fracture qui intervient aussi au fait il commence à peiner dans ses travaux, dans ses recherches.
Il a 40 ans, alors il y a aussi une sorte d'effet 40 ans, de mythologie du fait d'avoir de l'âge, d'effet Nobel. Hein, à 40 ans, on ne trouve plus grand-chose. Il y a ça, il travaille depuis longtemps, il fait des mathématiques depuis très longtemps, donc c'était un bourreau de travail. Hein, il accompagnait son étudiant avec qui il travaillait à 9h le soir au train, lequel était lessivé, et que faisait Grothendieck, il retournait mettre ça toute la nuit, donc il dormait le matin et il travaillait tout le reste du temps. Donc certainement beaucoup de fatigue. Et puis, l'ère du temps, l'esprit du temps est à ça, est à 65 aux États-Unis, 66, 67, 68. Je pense à la publication de L'homme unidimensionnel de Marcuse. Il y a quand même tout un moment donné où l'après-guerre commence à s'animer, d'un point de vue révolutionnaire. Il se pose des questions. On vit dans un monde où n'importe qui, on peut mourir du jour au lendemain. Absolument. Du fait d'Hiroshima et Nagasaki, il suffit qu'il y en ait un, peut en tuer 100 000. Ouais. Voilà. Donc on est quand même dans ce monde-là. Donc oui, Grothendieck à ce moment-là se radicalise d'un point de vue politique. Et moi je pense que c'est un héritage qu'il doit toucher. Malheureusement cet héritage va le lessiver. Il va ressortir de là. Et donc il y a une chute. Il se détache du monde. Et il se détache des mathématiques qui semblent être un rempart contre la folie. À un moment donné, il n'a plus d'interlocuteur à son niveau. Hein, il y a eu son ami, il se sépare peu à peu du monde mathématique d'excellence dans lequel il était. Et il finit professeur, il termine sa carrière professeur dans l'université de Montpellier, où il était étudiant. Oui, c'est une sorte de retour. Oui, il fait un retour, donc il a vécu à Montpellier avec sa mère après-guerre, mais il a aussi, alors après il s'est exilé en Ariège, et c'était pas n'importe où, c'était très proche des deux endroits où son père a été incarcéré avant d'être déporté et de disparaître. Donc il y a une mémoire du lieu qui chez Grothendieck s'incarne chez Grothendieck dans une mémoire de son histoire, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'était donc Yann Prado pour Algèbre aux éditions Alia.